C'est évidemment très difficile, s'agissant de grands penseurs comme Marx, comme Keynes, et tu as cité Adam Smith, plus que de résumer le rapport en quelques minutes. Tu l'as fait de façon extrêmement brillante et convaincante. Dans le cas de Keynes, il y a aussi une rupture, c'est aussi une révolution. Je pense que c'est très important. Bien sûr, ce n'est pas une révolution, d'abord certainement pas violente. Keynes est profondément non violent. Il est opposé à toute forme de violence. Ce n'est pas non plus une révolution dont le but est de changer, ou de renverser, comme tu as dit, de renverser le capitalisme. Mais c'est une révolution des idées dans le but précisément de maintenir le capitalisme. Et là, on voit l'opposition totale entre le point de vue de Marx et le point de vue de Keynes. Ce que Keynes cherche à faire, c'est trouver des solutions, trouver une solution pour que ce capitalisme auquel il est finalement attaché, mais pas dans la forme qu'il avait à l'époque, en 1936, dans les années 30, pour que ce capitalisme bien géré, c'est le mot qu'il utilise toujours, fonctionne bien, au bénéfice de tous, parce que Keynes est profondément convaincu qu'il faut réduire les inégalités, c'est un des thèmes qui revient de façon récurrente chez lui. Alors c'est une rupture, c'est une révolution, et il faut comprendre, quand on connaît un peu l'histoire, que c'est extrêmement difficile pour lui de renier l'héritage des économistes classiques, dont Ricardo, évidemment, qui est un peu à l'époque le père de la pensée économique, pas seulement Ricardo, Alfred Marshall, qui est son ami, qui est son mentor, qui est le monsieur économie de l'époque, l'économiste le plus célèbre au monde, le père des fameux Principles, qui est à l'époque le seul manuel d'économie qui existe, c'est celui-là. Et encore davantage de son propre père. Il faut savoir que le père de Maynard, on l'appelait Maynard, on l'appelait pas John Keynes, Neville, est économiste, il enseigne à Cambridge, et il enseigne évidemment l'économie classique. Il ne saurait pas encore enseigner l'économie keynésienne, puisque l'économie keynésienne, c'est celle de son fils qu'on ne connaît pas encore. Il n'a pas envie d'enseigner l'économie marxiste. Il n'a pas envie d'enseigner l'économie marxiste, c'est tout à fait clair. Donc il y a cette rupture par rapport au milieu dans lequel Keynes a été éduqué, à Cambridge, qui est par parenthèse une ville absolument magnifique. Et je vous signale qu'entre l'endroit où il est né, au 6 Harvey Road, et le King's College, la plus célèbre college, c'est l'équivalent d'une faculté, à pied, il y a moins d'un quart d'heure. Donc c'est un homme de Cambridge, c'est un homme qui est inspiré de tout ce que l'économie anglaise a pu porter, et pourtant il faut changer ça. C'est cette révolution, c'est la rupture, pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Donc, les étudiants, ça, j'explique régulièrement au cours, un des grands principes de la pensée keynésienne, c'est que les systèmes inefficaces sont en danger. Keynes est un homme de l'efficacité, parce que si ça ne fonctionne pas bien, il craint la révolution d'octobre ou celle de janvier, révolution précédente. Ça, janvier, c'est en Allemagne. Ah, la révolution de février. De février. Oui, il craint ça. La révolution de février, celle d'octobre. Voilà. Il craint ça, oui, il craint plus celle d'octobre, effectivement. Ah, bien oui, sûr, oui. bien sûr. Sa pensée Et donc, brille un peu. Et donc, comment arriver à cela? Bon, c'est extrêmement difficile. Et quand on a l'occasion de lire, bien sûr, ce que nous connaissons de Keynes, c'est la théorie générale. Il faut savoir que la théorie générale, c'est son dernier livre. Après ça, il n'en écrira plus. C'est manifestement un aboutissement. C'est la fin de sa vie. Avant la théorie générale, mais il y a une très très longue évolution. Keynes commence par enseigner l'économie à Cambridge, comme le faisait son père, comme le faisait Marshall, et comme probablement le faisait Ricardo. Évidemment, il n'était plus là à ce moment. Cette évolution va se faire petit à petit, débouche sur... en 1936 sur la théorie générale, qu'est-ce qu'elle apporte comme idée? C'est une vraie révolution. Allez, dans mon esprit, la révolution keynésienne est aussi importante que la révolution marxiste. Sauf qu'évidemment, c'est une autre révolution, mais c'est une vraie révolution. Qu'est-ce qu'elle apporte? D'abord, Keynes invente une science, une discipline qui n'existait pas, la macroéconomie. Si vous prenez
le temps de lire les principes de Marshall, les Principles, donc qui est la Bible. Les étudiants de Cambridge étudiaient l'économie dans les Principles. Il n'y a pas de chapitre macroéconomique, ça n'existe pas. Tous les chapitres relèvent de la microéconomie, c'est-à-dire des relations économiques individuelles, entre individus, ou entre entreprises et individus, mais individuelles. Keynes invente une vision où l'économie se conçoit globalement, pour l'ensemble d'un groupe, d'une communauté, d'un pays. Inventant la macroéconomie, il invente quelque chose de fantastique qui est la politique économique. C'est-à-dire l'idée que l'État doit intervenir dans le domaine économique, et ça c'est tout à fait révolutionnaire à l'époque. Il n'était pas question que l'État se mêle de la vie économique, ce n'est pas son rôle. On lui demandait juste de s'occuper des armées. Eh bien, l'idée de la politique économique, qui est une révolution aussi, pour la première fois, l'État s'occupe de faire en sorte que le système fonctionne bien. Il invente l'économie mixte. Aujourd'hui, nous vivons tous dans des économies mixtes, c'est-à-dire, bien sûr, ce sont des économies de marché, mais l'État, le non-marchand, représente 50% du PIB, donc c'est un système mixte. Cette notion d'économie mixte est typiquement keynésienne, c'est Keynes qui invente ça. C'est Keynes qui invente l'idée que dans le marché, il peut y avoir des corps, des institutions publiques ou non marchandes qui contribuent, par exemple, à réduire les inégalités, à fournir toute une série de biens et de services que le marché ne fournira pas. En tout cas pas dans ces conditions-là. Et je dirais pour terminer, je pense avoir aussi respecté les 10 minutes, il invente quelque chose que nous connaissons bien, mais peut-être ne faisons-nous pas souvent le lien avec lui. Il invente les fondements économiques de la social-démocratie. La social-démocratie est un mouvement politique. Keynes fait de la politique aussi, par parenthèse, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. La social-démocratie, elle repose aussi sur une vision économique du monde. Mais cette vision économique, c'est celle de Keynes. C'est lui qui fournit les justifications, y compris théoriques. Pas oublier que son livre s'appelle La théorie générale, théorie. Il fournit les justifications économiques d'un monde qui est celui que nous appelons, nous, la social-démocratie. Et qui a donc un impact, mais gigantesque. Comme Marx, d'ailleurs, je pense que ça, il faut se rendre compte qu'on parle de personnages dont les impacts sont gigantesques. Pour des millions de personnes, la façon dont on conçoit l'économie aujourd'hui, après, quand je dis aujourd'hui, c'est après 1936, n'est plus la même. Et ne sera probablement plus jamais la même. C'est magnifique. Je n'ai même pas discipliné personne malgré mes petites notes de minutage. On peut en venir à la troisième question, avant d'ouvrir la parole, donner la parole au public. Et cette troisième question, elle est vraiment au cœur du sujet qui vous a été présenté sur l'affichette et sur la présentation de la conférence, c'est de dire finalement, et quelle actualité aujourd'hui pour ces deux auteurs, ou plus exactement, finalement, dans la pensée de ces deux auteurs, qu'est-ce qui vous semble particulièrement pertinent pour pouvoir comprendre les défis et les réalités du monde contemporain, et peut-être aussi quelles sont les idées de ces auteurs qui ont le plus mal vieilli. Quelles sont les idées, parce que finalement, forcément, le temps ayant passé, quels sont les concepts, les approches, les idées, où on se dit maintenant avec le recul, là-dessus, ils se sont probablement fourvoyés, c'était peut-être pas bien vu. Et donc, les deux côtés, qu'est-ce qui est encore d'une brûlante actualité et qu'est-ce qui a mal vieilli? Et je reprends dans la lancée, finalement, de ce que j'ai dit, parce que ce qui est d'actualité, d'une certaine manière, c'est ce qui a permis de transformer les conceptions philosophiques, les conceptions économiques, les conceptions historiques et politiques du monde, que le marxisme a introduit au cœur du 19e siècle industriel, et dont on va retrouver les effets dans une société qui n'a fait qu'amplifier la domination de ce qui naissait alors au 19e, celle du capital qui a pris une ampleur mondiale. Engels et Marx n'ont pas été des théoriciens de l'impérialisme qu'ils ont vu poindre, mais ils l'ont noté, cette tendance irréversible du capital
à s'élargir sans cesse et à vouloir conquérir de nouveaux marchés. Et pourtant, quand on regarde la société aujourd'hui, début du 21e, et qu'on la compare avec celle du milieu du 19e siècle, il y a quand même bien des différences. Et c'est ce qui peut amener à penser que la révolution marxienne, la révolution que le marxisme introduit dans la pensée, peut être datée. Il y a une chose sur laquelle on va considérer qu'elle est inévitablement datée, c'est à partir de la conscience de la pensée et des conceptions dominantes qui visent à reproduire la situation telle qu'elle existe et qui haïssent en conséquence toute conception qui vise à la transformer et qui y jette un regard critique. En ce sens, on entend si souvent dire le marxisme s'est dépassé, c'est une conception du 19e siècle. Je dois dire si c'est la même chose avec Keynes pour le 20e, j'en doute, que ça soit avec une telle ampleur. Le marxisme n'est pas dépassé sur cette idée de ce qu'on a appelé la lutte des classes. Certes, la terminologie, et c'est le propre de toute terminologie, elle finit par vieillir. Les mots s'usent si souvent. Et ils s'usent d'autant plus qu'ils sont confrontés à une conception idéologique, au papier de verre, si on peut dire, une conception idéologique qui les use. Lutte des classes, ça n'a plus nécessairement bonne presse. Dans une presse qui est de plus en plus celle au service des puissants. On préfère parler de conflit, de conflictualité ou bien de tension sociale. C'est plus moderne, mais ça n'empêche pas que les luttes de classe derrière ces termes qui tendent à les masquer s'y retrouvent. Le principe, la conception que le marxisme développe sur la lutte des classes, c'est celle, j'ai dit, inscrite dans la manière dont on produit la richesse. Et dans la manière dont on produit la richesse, elle oppose ceux qui possèdent les grands moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas et vendent leur force de travail contre quoi? Contre un salaire. Le salariat est la caractéristique du monde du travail. Et ce qui oppose capital, les profits capitalistes et le salariat, aujourd'hui encore, on en voit quotidiennement les effets. On les voit quand il y a d'énormes secousses sociales que sont les fermetures de grandes entreprises qui font pourtant des profits plantureux, mais où il s'agit d'abord de satisfaire les appétits de profit des actionnaires aux dépens des travailleurs, réduire les coûts de production, réduire et comprimer les salaires, réduire et comprimer le nombre de travailleurs. Cela, c'est la lutte des classes qui s'exerce au sein même, où elle prend naissance, l'activité économique. Et cette lutte des classes n'est pas à voix unique. Elle n'est pas seulement celle des travailleurs qui revendiquent, ou qui plutôt aujourd'hui mènent une résistance. Elle est celle de l'autre camp, l'autre classe, qui mène l'offensive pour réaliser les objectifs qui sont les siens, ceux du capital, qui a comme lot de toujours s'élargir, de toujours s'étendre. La lutte de classe peut paraître dépassée, elle est plus que partout présente, et elle est présente aujourd'hui au niveau non plus national que Marx connaissait, mais au niveau international, dans une économie qui est mondialisée. C'est un des éléments qui pour moi fait l'actualité, même si on peut y voir comme une lourdeur. Les termes aussi. Le mot prolétariat aujourd'hui n'est plus un terme que l'on peut décemment utiliser. Certainement pas dans ce temple de la pensée raffinée qu'est l'université, où il apparaît comme un robot peu convenable. Le prolétariat est un terme daté du 19e siècle. Le prolétariat, on y voit la classe ouvrière, et dans la classe ouvrière, l'ouvrier manuel. Mais ce n'est pas ça, le prolétariat. La caractéristique, est-ce qu'on a suivi, la caractéristique que le marxisme développe, c'est que la force de travail est une marchandise qui a un prix pour lequel il est payé.
le travailleur n'a rien à dire là contre. On lui paye sa force de travail. Hein. Mais cette force de travail, c'est son salaire, c'est donc le salariat. Aujourd'hui, on est loin des travailleurs du 19e siècle, des mineurs de charbon du 19e siècle. Mais le sidérurgiste de 1936, le grand combat de 1936 qui a obtenu les congés payés, était loin aussi de la situation du mineur du 19e siècle qui travaillait dans une exploitation qui ne connaissait aucune borne, aucune limite. Le métallo de 36, il travaille 8 heures par jour. Ce n'est pas du tout la même chose que la situation du 19e. Et aujourd'hui, le travailleur, il est plutôt ce qu'on appelle un col blanc. Il travaille moins manuellement, plus intellectuellement. Ce qui caractérise le monde du travail, ce que Marx appelait le prolétariat, ce n'est pas l'image d'un travailleur noirci de charbon ou du travailleur de la métallurgie de 36, c'est le caractère du salariat, ceci reste toujours actuel. L'idée qu'il faut transformer de fond en comble une société capitaliste injuste, c'est une idée qui, toujours aujourd'hui, est une idée pertinente. Le monde n'a pas changé sur ses bases, au contraire. Il a développé mondialement une situation d'inégalité criante qui rend de plus en plus nécessaire qu'il faille y pallier par des remèdes qui puissent être réformistes, et c'est un sens dans lequel le keynésianisme intervient, ou bien par la transformation profonde et radicale qui s'appuie sur l'organisation des damnés de la terre, des laissés pour compte et des opprimés. Aujourd'hui, comme dans le 19e siècle, cette question-là reste pour moi une question d'actualité. Encore un peu? Peut-être. De toute façon, Tu- on a gagné du temps. On est bon dans le temps. On est bon dans le temps. N'oublie pas de me donner quelque chose qui a mal vieilli. Hein. Une notion qui a très mal vieilli. Très mal Je pense que vieilli. c'est- Très, très mal. L'idée qui fait frémir. Et qui faisait déjà frémir à l'époque au 19e siècle. Là où on aime présenter tout ce qui se fait sous le couvert de ces belles valeurs incontestables dont la démocratie est un élément. L'idée de l'inverse de la démocratie, l'idée de la dictature. Et la dictature du prolétariat, là on réussit à réunir deux termes dans la même expression qui sont complètement obsolètes et anachroniques aujourd'hui. Dictature, mais comment oserait-on parler de dictature? Et celle du prolétariat. Ce n'est rien d'autre, parce que ça effrayait déjà à l'époque, ce n'est rien d'autre que le pouvoir des travailleurs qui ne s'en laissent plus salariés, qui ne s'en laissent plus compter par leurs exploiteurs. Et Engels et Marx avaient eu 3 grandes phases révolutionnaires pour pouvoir nourrir leur pensée. Celle de 1830, celle de 1848, ils ont vécu, ils ont participé à ces mouvements révolutionnaires. De 48, Marx doit quitter l'Allemagne, doit quitter la Prusse occidentale pour se réfugier en France. Il va être exilé à nouveau à Bruxelles, c'est à Bruxelles d'ailleurs qu'ils écrivent le manifeste du Parti communiste. Et puis, en 48, ils reviendront, 1848, ils reviendront en France vivre la révolution de 48. Et puis l'autre expérience, la 3e révolution française, où les 2 précédentes avaient vérifié que les possédants laissaient aux travailleurs le droit d'usurper autant qu'ils voulaient l'idée de révolution pour pouvoir leur confisquer. Les travailleurs, dans la 3e révolution, celle de 1871 à Paris, la Commune de Paris, ne se laissent plus confisquer la révolution. Et là, on voit un état de travailleurs, et je me souviens qu'Engels écrit, vous tremblez, il parle aux bien-pensants de son époque, à l'idée de dictature du prolétariat,
regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat, et cette dictature du prolétariat ressemblait à une démocratie dans un sens non faisandé du terme, qui avait changé la forme de l'État et ne la laissait pas aux mains de représentants qui d'abord désiraient se représenter eux-mêmes et puis représenter les nantis aujourd'hui, qui représentent les marchés, les intérêts bancaires, etc. La dictature du prolétariat n'est rien d'autre que le revers d'une démocratie, et c'est l'un des éléments qui fait à la fois l'ambiguïté du terme, et qui peut paraître très anachronique, mais qui, quand on le voit en dehors de son vernis, est en fait rien d'autre que l'idée que la démocratie dans laquelle on vit tant vantée, elle laisse dominer des puissances qui nous échappent et qui échappent à ceux qui disent pouvoir les régenter. La démocratie n'est rien d'autre que la dictature des marchés financiers, des banques, que les politiques suivent. Démocratie et dictature, dictature et démocratie, c'est là. Hein, l'unité dialectique des deux termes. Voilà.